Président, mes chers maîtres, messieurs, parce qu'il y a six madames là-haut, merci d'avoir accepté cette communication où je vais un peu parler de notre expérience en formation chirurgie robotique et poser un certain nombre de jalons en espérant que l'Académie nationale de chirurgie pourra aider dans ce projet. La chirurgie robotique, donc on parle uniquement des robots chirurgicaux viscéraux. Donc il y a eu un certain nombre de robots qui existent en orthopédie, etc. Vous avez le premier robot qui avait été créé était le robot ESOP, c'était un bras porteur de l'optique. Ensuite est apparu Zeus, donc fabriqué par la société Computer Motion. Et fin des années 90, donc début 2000, donc c'est Intuitive Surgical qui a pris le dessus du marché. Ils ont racheté la société Computer Motion et donc le Zeus n'est plus fabriqué. Depuis, vous avez un certain nombre de robots qui sont apparus sur le marché, avec tout d'abord le DaVinci 3 bras standard, c'est en 2000. Ensuite, il lui a été greffé un quatrième bras, puis le DaVinci S, et maintenant le DaVinci SI, donc avec la double console dont parlait le professeur Gao tout à l'heure, qui est vraiment très très intéressant dans un centre universitaire, puisqu'il permet de faire quasiment de la double commande. Voici un petit peu l'évolution des interventions aux États-Unis. C'est intéressant de voir qu'au départ, vous voyez, 2007, vous voyez, un petit peu, et avant, c'était encore plus flagrant. C'est l'urologie, donc en bleu, qui était la plus grande pourvoyeuse d'intervention chirurgicale. Vous voyez la part de l'urologie qui augmente, mais pas tant que ça, puisqu'on se fait rattraper par les gynécos. Et actuellement, il y a plus d'interventions gynécologiques réalisées aux États-Unis que d'interventions urologiques. Donc vous avez la chirurgie générale aussi, qui prend une petite part de marché, et les autres, c'est la pédiatrie, c'est la vasculaire, la thoracique et cardiaque pour une petite part. Voici la distribution actuelle des robots DaVinci en Europe. Vous voyez qu'à l'époque des tout débuts, donc en 2000, il y avait 15 robots en Europe. Il y en a actuellement 450 à peu près. 20 nouvelles implantations en 2013 en France, environ 3000 dans le monde. La formation en chirurgie robotique, elle est délivrée par la société Intuitive Surgical qui fabrique le robot. Elle est financée et dispensée dans 3 centres, donc c'est une formation qui va durer 1 ou 2 jours. Donc d'une part à l'IRCAD chez Jacques Maresco, à l'École européenne de chirurgie ou dans un centre à Aalst en Belgique. La question qui se pose, est-ce qu'elle permet la pratique de la chirurgie robotique en toute sécurité ? On commence à avoir une réponse, puisqu'on a maintenant les courbes d'apprentissage. Vous avez vu celle présentée par le professeur Gao, qui est strictement superposable. Là, c'est la courbe d'apprentissage pour une chirurgie de prostatectomie. Ça, c'est la résection du rectum. Ce qui est intéressant de voir, vous voyez que, comme pour Gao, on a les 10-20 premiers cas qui sont les cas un petit peu difficiles, qu'on aimerait bien voir disparaître du bloc opératoire, puisque c'est là-dessus que le chirurgien apprend. Et on n'a rien inventé. Lorsque vous voyez l'US Air Force, en 1975, s'était rendu compte que les chances de survie d'un pilote augmentent de façon drastique après 10 missions. On retrouve toujours ce chiffre clé de 10 à 20 gestes, interventions, missions. Donc ils ont développé ce qu'ils appellent le programme Red Flag, avec beaucoup de simulations, avec des participations à au moins 10 missions simulées hautement réalistes dans le désert du Nevada. Vous avez ici le pilote qui est en train de décoller dans ce désert. Et ils ont défini 2 stades pour le pilote. Le Combat Ready, qui est celui qu'il obtient après un entraînement intensif sur simulateur. Et Combat Proven, c'est celui qui a passé l'entraînement Red Flag et qui est prêt pour aller en mission. Donc quand même des similitudes. On ne va pas réinventer l'eau chaude en chirurgie. On peut s'inspirer très bien de ce qui se passe ailleurs. Notre expérience, elle date de 2000. En 2000, il y avait 15 robots. Il n'y avait pas de DVD, il n'y avait pas de site web, il n'y avait pas de congrès, il n'y avait pas d'experts à aller visiter. Donc on a essayé d'inventer la chirurgie. Intuitive Surgical ne savait pas non plus à quoi ça allait servir, puisque le robot a été conçu primitivement pour la chirurgie cardiaque. Et vous avez vu très bien comment ça a évolué. C'est les urologues qui ont été les premiers utilisateurs et qui ont permis de développer cette chirurgie. Là, c'est notre hôpital avec l'école de chirurgie et le robot installé à l'école de chirurgie à l'époque. Pendant 1 an, on avait pris cette option. On a acheté des rognons en boucherie pour s'entraîner et sur le cochon pour essayer de développer les interventions qu'on pensait pouvoir appliquer sur l'humain. La formation à la chirurgie robotique, donc, elle ne doit pas dépendre du fabricant. D'ailleurs, si vous allez sur le site internet d'Intuitive Surgical, vous avez ce qu'ils appellent ce disclosure, avec Intuitive Surgical Training is not intended to substitute formal medical. Donc ils considèrent que ce n'est pas à eux de faire l'entraînement médical ou la certification. Ils écrivent aussi qu'ils ne sont en rien responsables de la formation, de la validation de l'entraînement des chirurgiens.
Donc, fort de ces constatations, on avait dès 2008 envisagé de créer un DU de chirurgie robotique avec plusieurs autres facultés, Lyon, Nice, Tours et à l'époque Hombourg en Sarre. Ce qui est important, c'est que nous sommes également adossés à un laboratoire de recherche INSERM. Et voilà, je vous déroule un petit peu le programme qui a été développé au fil des ans dans notre centre, avec de l'enseignement e-learning. Donc les stagiaires ont accès à des conférences par Internet. Ils ont accès à une vidéothèque avec des interventions de chirurgie robotique de toute spécialité. Et ils ont aussi des retransmissions en direct depuis le bloc opératoire. Le simulateur est probablement quelque chose de très très important dans l'apprentissage de cette technique, puisqu'on a une informatique qui s'est intercalée entre le chirurgien et ses mains, donc ses mains robotiques, et là, ça permet de développer la simulation. Donc nous avons bien sûr ce simulateur que vous connaissez, qui est pour l'entraînement de la laparoscopie, célioscopie standard, mais surtout, on a pu avoir accès très tôt à ce simulateur mimique, qui est le simulateur qui est dédié à la chirurgie robotique, dont vous voyez les différentes générations entre 2008, 2010 et 2013. Donc nous avons participé, publié sur la validité de ce simulateur pour l'apprentissage de la chirurgie robotique. Ce simulateur, vous voyez qu'il en existe deux types. Donc vous avez le mimique. Notre centre en dispose actuellement de 5 simulateurs. Et vous avez le simulateur qui est installé sur la vraie console du robot avec ce qu'ils appellent la valise qu'ils accrochent derrière. La console vaut 500 000 €. Le simulateur vaut 65 000 €. C'est le même software que celui du mimique. Il y a un accord entre les deux sociétés. Et donc c'est un curriculum qui est basé sur les acquis. Et donc l'intérêt du simulateur, c'est qu'il vous fait une évaluation du stagiaire. Et on a les scores qui apparaissent, et le stagiaire ne peut passer à l'étape ultérieure que s'il a validé 80% du score réalisé par un expert. La microchirurgie, elle nous a paru être intéressante à introduire dans le programme. On a montré que les chirurgiens qui avaient une expérience de microchirurgie progressaient plus vite en robotique. Ceci n'est pas très étonnant, puisque quand vous voyez la position des mains au robot, en microchirurgie ou des vétérinaires, c'est quand même très similaire. Et la position du chirurgien lui-même est exactement la même, sans parler de l'absence de retour de force, de la vision 3D, etc. Ensuite, nos stagiaires passent à ce que les Américains appellent le dry lab. Après avoir passé la simulation, ils ont le premier contact avec le robot. Et là, on s'est inspiré de ce qui existe aux États-Unis sur le FLS. Vous savez qu'aux États-Unis, un chirurgien laparoscopiste ne peut être engagé par un hôpital pour faire de la célio que s'il a passé cette formation et les tests. Donc, ce sont des tests qu'on a récupérés de chez eux. On a été inventif, on a essayé de développer d'autres exercices qui se rapprochent des exercices qu'on peut être amené à faire sur l'humain. Ensuite seulement, le chirurgien passe sur ce qui est appelé le wet lab, donc sur le cochon. Le cochon est gardé à la fin de la formation pour des raisons financières, parce qu'un cochon coûte en gros 1 000 €, et deuxièmement pour des raisons éthiques. Et pour les ORL, par contre, comme la gueule du cochon est quand même assez éloignée de la bouche humaine, donc on les fait travailler sur des têtes de cadavres. Ensuite, notion qui a été introduite plus récemment, c'est le team training. Le travail en équipe est quelque chose de fondamental en robotique, où le chirurgien est isolé à la console et il fait une confiance absolue à son aide. Et il n'a pas de contrôle direct comme en chirurgie ouverte ou comme en laparoscopie ou en celloscopie où on est côte à côte. Et donc là aussi, on s'est fait aider par des militaires de la Medelair. Donc là, c'est le simulateur du Mirage 2000 que vous voyez là. On était voir un peu comment ils travaillaient et ils viennent nous donner une aide pour développer ce genre d'entraînement. Voilà en gros le programme qui a été développé, e-learning, simulation, microchirurgie, dry lab, wet lab, team training, qui aboutit en gros à un permis de conduire. C'est-à-dire qu'au bout de cette formation, on estime que les chirurgiens sont capables de faire des interventions de difficultés mineures sans prendre de risques pour leurs patients. Donc, quelle formation à la chirurgie robotique? Au terme de cette expérience, on considère qu'il y a 3 niveaux. Niveau d'initiation, c'est le chirurgien ou l'interne qui veut apprendre un petit peu à savoir à quoi peut servir un robot. La formation de base, c'est le permis de conduire, c'est, je pense, la clé de cette formation, qui permet de réaliser des gestes simples sans risque pour le patient. Et éventuellement viennent après des formations spécialisées, mais là qui dépendent de chaque spécialité. Nous, en urologie, ça sera la formation à la prostatectomie, néphrectomie partielle, etc. Donc, et là, on retrouve cette classification des militaires, le combat ready et combat proven. Cette formation de base,
elle a pour caractéristique de s'adresser à toutes les spécialités utilisatrices du robot. La gynéco, que j'ai mise en tête maintenant, l'urologie, la chirurgie digestive, l'ORL, la cardiaque, vasculaire, thoracique, chirurgie pédiatrique, etc. Donc on a un tronc commun qui est identique pour toutes les spécialités. Donc, et ce tronc commun doit être assuré par des professionnels de l'enseignement et professionnels de sociétés savantes. Aux États-Unis, donc, les collègues travaillent actuellement sur les FRS, fondamentaux en chirurgie robotique, qui seront, comme pour les FLS, les critères et l'examen par lequel devront passer les chirurgiens pour pouvoir travailler sur un robot. Donc ils créent actuellement un cursus de formation et ils créent des critères d'évaluation. Ça, c'est un prototype sur lequel ils travaillent actuellement, sur lequel, par exemple, les chirurgiens viendraient tester leur capacité de suture, leur capacité de dissection, leur capacité de passer un anneau le long des petites courbes, etc. Et ce n'est qu'après avoir passé ce test, avoir été évalué, qu'ils auraient l'autorisation de travailler sur le robot dans un hôpital. Donc le rôle de la simulation robotique, il est fondamental. Il est fondamental en aéronautique, Mirage 2000, Boeing 777. L'HAS a donné un rapport en décembre 2012 sur le guide des bonnes pratiques en matière de simulation en santé. Donc là, la conclusion, c'est jamais la première fois sur un patient. Il y a des perspectives assez extraordinaires. Là, que je vous livre en avant-première, vous avez à gauche les exercices classiques qui sont faits à la console du robot, le pick and place, c'est-à-dire qu'on va poser les petits plots dans chacune des assiettes de la même couleur. Et ici, vous voyez le même exercice, mais vous remarquez qu'il y a les bras du robot et que vous avez ici des instruments de cellullochirurgie classique. C'est-à-dire que la société Mimic vient de développer un simulateur robot, console du robot, et un autre simulateur qui sont connectés l'un à l'autre et qui va nous permettre de faire travailler le chirurgien avec son aide sur les mêmes interventions, les mêmes exercices. Donc ça ouvre des perspectives qui sont quand même assez extraordinaires et la simulation aura très certainement un rôle majeur à jouer dans cette formation. L'Académie nationale de chirurgie est une société savante transdisciplinaire. Elle a une antériorité en Europe. Ses rôles et objectifs sont en particulier l'appréciation de la formation et du recrutement des chirurgiens. À mon sens, et on pourra en débattre, elle a un rôle à jouer dans la création de ce tronc commun, identique pour toutes les spécialités, identique pour tous les pays européens. Et je remercie notre président qui s'y est intéressé très tôt, puisque vous avez ici une photo du 6 mars 2001, où il était venu à Nancy pour tester cette console du robot d'Annecy. Je vous remercie. Merci pour cette expérience et ce très beau message pour la formation de nos jeunes collègues. Est-ce qu'il y a des questions parmi nos nombreux chirurgiens ? Et puis Philippe Montupet. Je vous remercie beaucoup pour votre exposé. Je pense que je voudrais faire l'objet d'une grande diffusion à une époque où je commence à voir apparaître des missions médico-légales dans laquelle il est exprimé le désir par le magistrat de faire préciser où l'intéressé a appris à être formé et à développer son aptitude à utiliser le robot. Je crois que ça, c'est très important. Et la réalisation de ce centre illustre justement une partie de la réponse qu'on peut donner. Effectivement, la création de ce DU en 2008 venait aussi d'une idée, parce que donc, comme expert près de la Cour d'appel, j'avais aussi des missions dans lesquelles le juge demandait quelle avait été la formation du chirurgien, effectivement. Et donc, ce genre de formation va probablement se développer sous la pression des associations de patients et très certainement des compagnies d'assurance, MACSF, HAM, etc. Donc, c'est vraiment une remarque fondamentale. Donc, je crois que notre rôle, c'est d'essayer d'anticiper peut-être cette démarche. D'abord, un grand merci à nouveau à Jacques Hubert pour cette avancée pédagogique qui est unique dans son équipe. En tant que chirurgien pédiatre, je suis d'autant plus intéressé que la semaine prochaine à Bologne pour le master de vidéochirurgie pédiatrique, le programme 2014 est axé sur l'acquisition et le développement du robot en chirurgie pédiatrique. Et puis, alors, je suis très intéressé aussi par toutes ces comparaisons avec l'aéronautique. Et on est certainement un certain nombre d'entre nous à avoir appris à piloter en copilotage avant d'être lâché au bout de la 20e heure à peu près, en moyenne. Et pour ce copilotage, vous présentez d'une part la formation sur 3 centres en Da Vinci
et puis l'appareil mimique à double console. Mais seul l'appareil mimique à double console offre vraiment le copilotage pour l'apprentissage. Et donc je voudrais que vous précisiez quelle est la jonction entre DaVinci et Mimic, et pourquoi DaVinci aujourd'hui, avec sa console de dernière génération, systématiquement ne proposerait pas cette formation en copilotage, qui d'ailleurs ne nécessite pas un copilotage de chirurgien pour les gestuels de base. Merci. C'est effectivement la réflexion que nous devons avoir sur les séquences à offrir à nos jeunes chirurgiens pour l'apprentissage de la chirurgie robotique. Donc la simulation, incontestablement, va être la clé de cette formation. Quand on voit ce qui se passe ailleurs, et notamment en aéronautique, il va y avoir un certain nombre d'heures à passer sur le simulateur. Donc là, on a encore des exercices qui sont relativement frustes. Mais ce que j'ai vu dans les démos en off, c'est vraiment des simulations d'intervention. Sur une prostatectomie, on aura l'anastomose du rétrovésicale qui va être simulée, et donc le chirurgien va s'entraîner à ce genre de suture. Et c'est vrai pour toutes les spécialités. Donc il va y avoir une part importante de simulation, 20-25 heures, probablement un peu comme en aéronautique. Ensuite, on va commencer à faire des interventions relativement simples. Et là, la double commande sera très importante. Vous avez vu la double commande du SI. Nous avons la chance d'avoir pu renouveler notre robot là, au mois de janvier. Et je dois dire que c'est un progrès considérable. Alors avant, quand le chirurgien, l'élève est en train de travailler, il faut le faire se lever pour reprendre sa place. Là, on est à l'autre console, on appuie sur un bouton, on reprend la commande lorsqu'on voit qu'il est un petit peu dans la difficulté. Et donc tous les centres universitaires qui feront de la formation à la robotique auront besoin de ce type de matériel. Mais encore une fois, il y a un problème de coût. La console elle-même, la seule console vaut 500 000 €. Philippe Braille. On vient de parler des jeunes. J'ai eu une étude, je ne sais pas si elle a été validée, qui indique que les gens qui font des jeux vidéo sont bien supérieurs aux autres en matière de robotique. Est-ce que vous pensez que c'est une chirurgie réservée aux jeunes ? Et est-ce qu'il va falloir instaurer une limite d'âge pour l'apprendre ? Non, c'est une très très bonne question. Je veux dire, tous les stagiaires qui sont passés à notre DU nous ont servi un peu de matériel d'expérimentation. Et effectivement, on a des jeunes et des plus âgés. Mais les jeunes qui ont clairement, ceux qui ont une expérience des jeux vidéo, progressent plus vite au départ. Donc, et vous avez ce qu'on appelle la courbe du poisson. Vous avez le jeune qui progresse comme ça, et puis ensuite il y a une certaine lassitude. Oui, il atteint une asymptote et il progresse moins bien. Et dans nos stagiaires, on a eu des chirurgiens de 50, 55 ans, même un qui va être presque 60. Il voulait vraiment y aller. Et vraiment, il commençait très très mal. Et il se désespérait. Et puis en fait, on constate qu'au bout d'un certain temps, il y a l'expérience qui parle. Et donc la progression se fait de façon beaucoup plus rapide. Et vous avez cette courbe dite du poisson, où les deux se rejoignent, et celui qui a l'expérience, incontestablement, rattrape et dépasse le jeune, parce que le célioscopiste, on le voit quand il vient sur le robot, il a des réflexes caractéristiques, il n'utilise pas les poignets, il garde la distance, et il a plus de mal qu'un chirurgien qui est naïf en robotique. Mais ensuite, quand il va faire une intervention, son passé chirurgical va parler, et là il va vraiment gagner du temps. On va être obligé de passer. Oui, ouf. Ouais. À titre d'information, la dernière séance de janvier, il va y avoir justement une communication du professeur Satava sur ce sujet, et puis un groupe avec la labellisation de l'Académie de chirurgie sur les problèmes de formation de la robotique. Donc je repasse la parole à Pierre, et on remercie beaucoup Jacques Hubert.